a choisi une variété d'intervenants. Je voudrais tous les remercier pour avoir accepté de participer, les règles du jeu n'étant pas forcément extrêmement claires sur ce type d'exercice. Il y a toujours une part d'improvisation. Alors, je les présente tous. Antoine Bozio, qui est maître de conférence à l'EHESS, économiste, directeur de l'Institut des politiques publiques, et qui est membre du Conseil d'analyse économique, qui est un spécialiste des retraites, et puis qui a publié avec Thomas Piketty un ouvrage sur la réforme, une réforme possible des retraites en France pour un nouveau système de retraite, des comptes individuels de cotisation financés en répartition en 2008. Donc Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions sociales et urbaines, qui a notamment été responsable de la recherche à la CNAF, des questions sociales dans l'ancien centre d'analyse stratégique, qui est devenu le commissariat à la stratégie et à la prospective. Enfin, il a eu de nombreux noms durant son histoire. Et puis, qui a été un des animateurs de ce qu'on a appelé le Grenelle de l'insertion, dans le cadre du Haut Commissariat aux solidarités actives en 2007 et 2008. Julien Damon dirige aussi une société de conseil, et puis il a publié de nombreux ouvrages sur les questions sociales. Donc Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, qui travaille sur la sociologie des partis, du Parti socialiste, des militants, notamment oui, alors, le Parti socialiste dont il est membre et au sein duquel il a été aussi candidat pour la direction de la Fédération du Nord tout récemment, et en 2015, et puis qui a publié différents ouvrages sur ce parti et sur les primaires, le nouveau système des primaires qui a été mis en place lors de la précédente élection, la dernière élection présidentielle. Et puis enfin Irène Théry, directrice d'études à l'EHESS, sociologue et spécialiste du droit de la famille, qui a été membre du Haut Conseil de la famille, a présidé plusieurs instances de réflexion dans les années 1990 sur ces questions, sur la famille, la parenté et la filiation. Donc, alors, pour entamer cette table ronde, on va poser quelques questions aux uns et aux autres, et puis, alors n'hésitez surtout pas à rebondir, et puis à ce que vos collègues diront, qu'on essaye d'avoir un débat au sein de cette table. Je voudrais commencer avec Antoine Bozio. Alors, on sait que traditionnellement, l'économie a été très pourvoyeuse d'expertise. On a même quelques exemples en France d'économistes recrutés pour leurs compétences à des niveaux élevés du système politique. Et je voulais revenir sur le Conseil d'analyse économique, cette instance de conseil auprès du gouvernement dont vous faites partie. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se présente l'interaction entre les institutions du gouvernement et cet organe, de votre point de vue? Est-ce qu'il est possible à l'intérieur d'avoir des voix dissonantes à l'heure où de nombreux économistes militent contre un certain nombre des politiques qui sont menées actuellement en France et en Europe? Donc comment vous envisagez ces relations des différents économistes qui sont à la fois les relations que vous pouvez nouer avec vos collègues à l'intérieur de cette instance, et puis celles qui se nouent avec les institutions publiques? Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai été nommé au Conseil d'analyse économique en 2012. Donc, je suis le Benjamin du Conseil. Hein, donc, c'est un économiste de mon âge, d'habitude, à part Thomas Piketty, n'arrive pas au Conseil d'analyse économique. On attend d'avoir beaucoup plus d'expérience. Donc, moi, j'étais très
très heureux qu'on pense à moi pour participer, même si je ne pensais pas avoir tout à fait toutes les compétences pour pouvoir conseiller le Premier ministre sur la politique économique. Alors, comment le Conseil d'analyse économique il a été créé sous Lionel Jospin, donc fin des années 90, avec pour but officiel vraiment de faire participer les universitaires au conseil du Premier ministre. Donc c'est vraiment vu, comme le nom l'indique, un conseil. L'idée, c'est de conseiller, le conseil du prince, c'est vraiment d'arriver à avoir la parole d'universitaires dans l'information du Premier ministre. D'une certaine façon, alors on peut le lire d'abord comme l'idée que pour le Premier ministre n'a pas une administration à sa disposition propre sur les questions économiques. Donc c'est le ministre des Finances qui a l'immense administration de Bercy à son service et donc des milliers de personnes qui peuvent lui apporter son expertise. Le Premier ministre est relativement démuni face à l'administration de Bercy et finalement a besoin d'une forme d'expertise de haut niveau pour lui permettre d'avoir des éléments de contre-expertise face même au sein même du gouvernement et de son administration. Donc ça avait une façon de voir les choses. Alors je ne peux pas vous parler du Conseil d'analyse économique avant mon arrivée, les choses étaient un petit peu différentes, mais depuis donc 2012, l'idée, la façon dont ça a été conçu, c'était de me réunir 15 universitaires, tout le monde universitaires qui devaient être basés en France, donc ne pas avoir forcément des gens qui étaient pas présents à l'ensemble des réunions, d'avoir des réunions, donc on a des sujets qui sont sollicités par le Premier ministre ou son cabinet, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément les sujets sur lesquels on travaille, on peut les proposer. Moi j'ai proposé plusieurs fois de travailler sur une réforme des retraites, on m'a dit gentiment non. Et on est assigné à un sujet, et sur ce sujet-là, on est à plusieurs, et on doit arriver à au moins un premier consensus entre 3 membres, c'est-à-dire qu'on signe les 3, donc tant qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on signe, il faut arriver à un consensus au moins à 3 membres du Conseil, et après on présente les résultats de nos analyses à l'ensemble des membres. Et on doit arriver, non pas forcément à une forme de consensus, mais arriver à incorporer tous les points de vue qui ont été donnés dans les plénières du Conseil avant d'arriver à la présentation au Premier ministre. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent des sujets qui sont extrêmement vastes, qu'on doit résumer dans une note de 10 pages, que cette note de 10 pages finit en 5 minutes au Premier ministre et en finit en 3 slides au Premier ministre. Et à la fin, le Premier ministre dit « c'est très gentil ». Mais là, pour la semaine prochaine, je dois décider sur tel aspect de la subvention au PME. Est-ce que vous avez des idées? Et alors souvent, il y a une sorte de décalage entre finalement la demande du politique qui est très immédiate, finalement de relativement court terme, et ce qu'apporte les sciences sociales, alors les économistes, mais je pense que ça serait l'ensemble des sciences sociales, c'est-à-dire une réflexion beaucoup plus de long terme sur des analyses dont on dépend, on dit voilà, on a un certain nombre d'informations sur les 10 dernières années, sur l'évaluation des différentes politiques qui ont été menées, et on peut arriver à un certain nombre de formes de consensus sur des choses qui peuvent marcher, au contraire, des choses qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et à l'inverse, la demande d'immédiateté du politique, qui en fait est à quelques semaines vraiment en termes de vision, quelques mois si on est généreux, elle rentre en contradiction et en frontale avec l'apport des sciences sociales, qui est finalement quelque chose qui est de beaucoup plus long. Alors on se fait violence au sein du Conseil pour arriver à essayer de rentrer dans une forme d'actualité, en essayant quand même de donner une vision. Donc toutes les notes du Conseil d'analyse économique ont une sorte de vision générale, on essaie de dresser un chemin en disant si vous voulez améliorer les politiques publiques dans tel domaine, voilà des grandes réformes dans lesquelles on aimerait engager, mais ça va prendre plusieurs années. Et on essaye de se faire de donner quand même quelques pistes, dire à court terme, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est à court terme dans les prochains mois. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, et là, on bascule un petit peu, on sort un petit peu du rôle de chercheur pour finalement devenir, de se rapprocher d'un rôle de conseiller qui est évidemment problématique, puisque le conseiller, ça dépend bien sûr de l'objectif qui est... et vous ne pouvez pas être un bon conseiller si vous n'avez pas une certaine forme d'accord avec l'objectif qui est poursuivi. Et donc, évidemment, dans
le rôle du chercheur en sciences sociales qui est progressivement apporté un rôle d'expert se retrouve confronté à une sorte d'ambivalence entre ses propres convictions, les engagements qu'il aimerait poursuivre, et puis son rôle, on va dire, d'universitaire qui est censé apporter connaissance, pédagogie, beaucoup plus généralement à quiconque, l'ensemble du public, y compris les décideurs publics. Oui, alors justement, vous parlez de l'actualité du rapport, encore une fois, au temps court. C'est la question des retraites que vous évoquez, elle revient justement au premier plan ces dernières semaines avec le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Alors vous aviez publié donc en 2008, je le disais, un ouvrage proposant une réforme structurelle du système français en l'accent en quelque sorte sur un modèle, ce qui a été entrepris en Suède durant la deuxième moitié des années 1990 et qui a été une réforme qui a été menée justement sur un temps relativement long, un peu plus d'une décennie on va dire. Et à ce moment-là, vous avez pu être auditionné par différentes instances. Quel a été l'impact de la réception de ce travail et de ces propositions, selon vous, dans la sphère politique ? Alors, peut-être pour un peu rappeler, alors moi, je n'ai pas l'expérience de Dominique Schnapper qui nous a présenté, donc moi, c'est beaucoup plus modeste, mais disons que cette première expérience, pour moi, j'étais jeune docteur, je venais d'avoir ma thèse à l'EHESS, j'étais parti en post-doctorat en Angleterre, et Thomas Piketty, qui était mon directeur de thèse, m'a appelé un soir en disant « Antoine, il faut faire quelque chose pour la France, et vraiment, il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les retraites, les propositions sont nulles, il faut faire quelque chose ». Et moi, la surprise, c'est qu'en fait, je pense que c'est ça, pour moi, le point de départ important, c'est que la position de chercheur, je ne m'étais jamais vraiment posée avant que Thomas me sollicite sur la question de qu'est-ce qu'il fallait faire. J'étais un chercheur, j'étudiais les réformes des retraites, comment ça marchait, leur impact, essayer de le mesurer sur les comportements des parents en retraite, les inégalités qui les touchaient. Mais à vrai dire, je ne m'étais jamais posé la question, mais et si j'avais à proposer quelque chose ? Et donc ça, c'était un premier... Et le point, donc ce que je voulais dire, à mon sens important, c'est qu'avant l'expertise, l'action, l'engagement, il y a quelque chose qui est la position traditionnelle du chercheur, qui est plutôt sa tour d'ivoire, qui est très confortable, d'essayer de dire je fais mes recherches, je contribue à la connaissance, je la diffuse auprès de mes pairs, et puis finalement, ça finira bien par irriguer la société, et si ça ne le fait pas tout de suite, c'est pas grave. Et en même temps, cette situation confortable, elle est un petit peu fausse, parce qu'on est obligé d'une certaine façon de se mouiller si on veut arriver à faire en sorte que nos travaux pénètrent la société. Et donc j'ai pris sous les sollicitations de Thomas Piketty au cœur l'idée vraiment de poser la question qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réforme. On a donc fait cet ouvrage de proposition de réforme. Et là, on rentre, et c'est là qui est finalement intéressant, sur quelque chose pour moi qui était une première expérience finalement d'engagement, parce que en changeant de chapeau, de dire je fais une analyse positive de voilà l'impact des réformes des retraites sur les travailleurs, la société, à dire qu'est-ce que je vous propose. Et finalement, j'étais obligé d'exprimer, de dénoncer quels étaient les objectifs qu'on voulait suivre. Et donc, d'une certaine façon, on rentre forcément dans une forme d'engagement. Alors, j'ai essayé de le faire à ma façon, c'est-à-dire pas d'essayer d'être relativement modeste, de dire que vous pouvez toujours choisir des objectifs différents et arriver à les faire en sorte qu'au vu de ces objectifs-là, le processus de réforme que vous voulez engager doit suivre une certaine forme de cohérence. Mais ça reste une forme d'engagement qui est aussi difficile à tenir pour le chercheur que l'expertise ou le conseiller du prince. Alors, pour revenir à ta question sur le type de réaction, on a eu des réactions, là, je trouve, assez variées. C'est-à-dire qu'on a la réaction de la haute fonction publique, et Dominique Schnapper en a parlé, les énarques qui disaient « Non, mais ces universitaires un petit peu dans leur tour d'ivoire qui présentent de grandes réformes, ils n'y connaissent rien. » Ils ne se rendent même pas compte de la difficulté de piloter le système. Et finalement, il ne faut surtout pas les écouter. C'est un énorme problème que ces gens prennent la parole pour dire comment on pourrait modifier le système de retraite ou d'ailleurs toute autre politique publique. C'est extrêmement dangereux. Et donc la plupart des réactions que j'ai eues étaient extrêmement négatives
vraiment d'un air désespéré que ces universitaires puissent prendre la parole sur de tels sujets. Donc ça, et puis à côté, on a un autre type de réaction, plutôt des réactions, on va dire, des réactions du monde politique, et intriguées, mais la première type de réflexion que j'ai eue, c'était comment on peut utiliser d'un point de vue partisan, clivant, votre proposition. Et d'une certaine façon, les réponses étaient de dire, mais bon, ça ne m'intéresse pas vraiment savoir quel est l'impact, mais est-ce que ça va être clivant? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à une élection en disant, voilà, ça, vous êtes contre nous parce que... Et des deux côtés, hein, vraiment, j'ai eu des discussions avec des responsables politiques de gauche et de droite qui réfléchissaient de cet objet de proposition de réforme en se demandant dans quelle mesure on va pouvoir cliver finalement l'opinion publique sur une proposition. Et c'était assez finalement... Mon expérience a été... J'étais un petit peu naïf, hein, en fait, comme un jeune chercheur, disant, voilà, on a réfléchi, on vous propose une proposition de réforme. Et l'interaction que j'ai eue avec le monde politique ou avec le monde administratif a été de comprendre finalement que la logique propre, disons, à chacun de ces institutions, une forme d'action publique, était différente que la logique qu'on souhaitait apporter finalement du chercheur qui diffuse ses connaissances et espère que soit on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins on a appris quelque chose sur le fonctionnement d'une politique publique, d'un système de retraite. Et voilà. Quelqu'un voulait réagir? Oui, moi je voulais réagir parce que j'étais très intéressée qu'Antoine Bozio parle à un moment d'engagement. Moi, je pratique l'expertise, j'en parlerai tout à l'heure, mais je suis aussi une sociologue de l'expertise et j'avais été très influencée par la réflexion d'un collègue disparu que je suis contente d'évoquer, qui est Robert Castel. Je crois que la première publication que j'ai faite, c'était sur les situations d'expertise. Et Robert Castel, il incitait à ne plus parler de l'expertise, mais à distinguer des situations d'expertise en disant ne mettons pas dans le même sac des situations où la règle du jeu n'est pas la même. Alors, pour le dire très vite, il distinguait deux sortes d'expertise, auxquelles je pense qu'il faut en ajouter une troisième. Il distinguait ce qu'on peut appeler l'expertise de service et l'expertise de consensus, dont Dominique nous a parlé extrêmement bien à propos de la Commission de la nationalité, et qui est aussi votre expérience au Conseil d'analyse économique. Dans l'expertise de service, au fond, on est sur un modèle qui a été formalisé par l'expertise judiciaire, dans laquelle il y a un mandataire qui est aussi un décideur, qui se prévaut d'un ensemble de compétences dans le domaine de l'action, et puis qui requiert de la part d'un expert une mission qui est posée comme séparée de la décision sur l'action. Ce qu'on demande à l'expert, c'est un diagnostic technique sur une question de fait, c'est même la définition de l'expertise judiciaire. Et donc, il y a une situation d'expertise où il y a un processus décisionnel éclairé par un expert. Alors, les sciences sociales pratiquent cette expertise de service. On ne la pratique pas beaucoup ici à l'École des hautes études en sciences sociales, mais nos collègues de l'INED, de l'INSEE, doivent pratiquer cette expertise de service. Je crois même que ça fait partie de la définition de leur mission. Et en particulier, au plan de la description statistique de la population, leur expertise technique est indispensable à des décisions absolument centrales, comme les répartitions des budgets, tout un ensemble de politiques publiques dépendent de l'expertise technique. Alors bien sûr, on va dire c'est jamais seulement une expertise de service, elle n'est jamais technique. Vous connaissez tout le débat que les sciences sociales ont pu faire de critique de la simplicité apparente du modèle. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir que la règle du jeu est très différente de l'expertise de consensus. Et c'est important de le dire, sinon, parce qu'on sait très bien que l'expertise de consensus, c'est la plus critiquée de toutes les expertises. Parce que justement, elle n'est pas pure, puisque l'objectif, ça n'est pas de séparer le décideur et l'expert. Ces expertises, donc, dont le modèle est la commission, donc vous avez bien employé ce terme de commission, elles ont pour objet non pas simplement d'éclairer des faits, mais donc Robert Castel disait elles sont instituantes parce qu'elles contribuent à définir des normes. Et en plus, dans leur fonctionnement, elles doivent fabriquer elles-mêmes un consensus sur ces normes.
Donc évidemment, si de l'extérieur, ensuite, si on a en tête un autre modèle d'expertise, on va dire celui-là, etc. Bon. Et je pense que beaucoup des questions que Dominique a soulevées, qui ont pu être soulevées par rapport à des critiques qui sont faites à l'expertise de consensus ou à l'expertise de commission, tiennent d'abord au fait de la méconnaissance de la règle du jeu. Bon, on peut, enfin, très souvent, ça n'est pas, enfin, l'exercice n'est pas compris. Voilà. C'était ça que je voulais dire, parce qu'on attribue à des défaillances ou à des perversions de son fonctionnement ce qui en est le cœur même, justement, qui est qu'on ne peut pas opposer les faits d'un côté, la décision de l'autre, etc. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est utile? Je vous avais posé la question, est-ce qu'une démocratie peut se passer d'organiser ces relations entre le décideur et les citoyens aussi? Parce que dans ces commissions, il n'y a pas simplement des décideurs et des experts au sens des spécialistes, il y a aussi des citoyens, un ensemble de choses. Donc il me semble que là, c'est important d'avoir, à ce moment de la discussion, de dire on ne peut pas mettre toutes nos expériences sur le même plan. La mienne relève d'un troisième modèle, c'est pour ça que je suis intervenue, qui est l'expertise d'engagement. Donc je ne parle pas du Conseil de la famille, je parle des rapports que j'ai été amenée à faire par 2 fois pour le gouvernement. Et je trouve que la règle du jeu est très différente de l'expertise de consensus ou de commission. Justement, ça me permet de rebondir par rapport à votre propre expérience. Effectivement, alors vous la caractérisez par l'engagement, justement, par contraste avec les deux précédentes. Alors, sous le mandat de la secrétaire d'État à la famille, vous avez conçu et remis dans des délais très courts, 3 mois, il me semble, 2 rapports censés fournir des éléments d'orientation d'une loi sur la famille en 2014. Vos rapports proposaient un certain nombre de changements importants dans un contexte qui était assez clivé sur ces questions. Des changements sur la reconnaissance de différents régimes de filiation, d'accès à la PMA pour certaines catégories de couples. Donc dans un contexte de mobilisation intense sur ce sujet. Et alors le calendrier politique de l'époque n'a pas été propice à l'officialisation de ces propositions. Et c'est finalement, d'ailleurs dans le cadre de l'EHESS, que les rapports ont été présentés. Alors quel regard vous portez sur cette expérience et sur la difficulté première qui consiste à assumer publiquement, en quelque sorte, par le politique, ces travaux commandés comme une base de réflexion et de délibération, même dans un contexte qui peut être très, très clivant? Alors cette expérience de l'expertise d'engagement qui est formelle, c'est-à-dire à la différence de ce dont vous avez évoqué, où je me suis engagée d'une certaine façon, là ça participe de missions tout à fait officielles qui ont été données d'ailleurs à de très nombreux collègues, qui, dans le cadre donc de la Constitution, dont l'objectif c'est vous nous remettez un rapport. Alors d'abord évidemment on se méfie parce qu'on sait quand on veut enterrer une question politique, on demande un rapport. Donc on hésite, sachant le boulot que ça va être, le délai, le fait que le rapport reste et que des années après, si on a fait une bêtise, elle est là. Donc il y a à peu près que des coups à prendre et on peut hésiter. En même temps, ce qui fait qu'on dit oui, c'est que c'est une occasion absolument inespérée que des travaux que nous menons justement dans notre monde académique passent une barre, on va dire, et pénètrent un peu le monde politique. Donc je pense que c'est... Et pas seulement ça, c'est qu'ils nourrissent le débat social. Donc, je dirais que dans cette expertise d'engagement, on n'a pas les problèmes de la commission, pas du tout. Par exemple, pour ma part, j'ai fait donc un rapport en 98 pour le gouvernement Jospin et un rapport l'année dernière à la demande du gouvernement actuel. Dans les 2 cas, par exemple, j'ai constitué le groupe de travail comme j'ai voulu. Je n'ai eu aucune pression du politique, d'aucune sorte. Souvent, on imagine ça. J'ai entendu des collègues dire Irène Théry, elle est soumise à Madame Guigou. Et ça, pas du tout. On vous laisse travailler absolument. Et je dirais même que c'est l'intérêt du politique, c'est surtout de ne pas se mouiller dans ce que vous faites. Parce que le calcul du politique, justement, c'est vous bossez, vous êtes libre,
vous proposez votre rapport et vous servez en quelque sorte de test. Voilà, l'intérêt pour le politique, c'est ça. Une analyse va être faite, des propositions vont être faites, on va les lancer dans le public, et le politique dira c'est eux, c'est pas nous. Et il va prendre, il va laisser, il va, etc. Donc, on vous laisse travailler tout à fait librement, publier librement. Et toute la question, c'est effectivement, et là, on pourrait parler longuement de tous les problèmes qu'on se pose quand on est en train de faire ce travail, mais on pourrait y revenir si vous voulez. Mon expérience par 2 fois, c'est qu'on n'est pas dans un exercice aussi différent qu'on imagine de notre travail de sociologue habituel, parce qu'on va développer des analyses qui vont justement essayer d'attirer l'attention sur d'autres façons de voir le changement social. Et puis, quand on passe aux préconisations, eh bien, on explicite avec des câbles blancs la façon dont, justement, on est amené à articuler des propositions. Et donc, on n'est pas, si vous voulez, dans un monde où il y aurait d'un côté l'objectivité et puis de l'autre, un moment, une sorte de saut dans l'idéologie. Ça ne se pose pas comme ça. Mais dans le rapport avec le politique, je termine là-dessus, c'est évidemment au moment de la remise du rapport que tout se joue. Eh bien, je dois dire que par 2 fois, j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de travailler, ce n'est pas au moment de publier, rien. Là, jusqu'au rapport, tout va bien. Mais évidemment, le moment clé, c'est la remise, parce que le politique, à ce moment-là, a très peu de temps pour savoir s'il va vous pousser, vous pousser devant, vous pousser derrière, en gros. Voilà. Donc, par exemple, premier exemple, 98, j'avais 2 commanditaires, Elisabeth Guigou, qui était ministre de la Justice, et Martine Aubry, qui était ministre des Affaires sociales. Et il y avait donc le rapport portait sur beaucoup de choses, couple et filiation aujourd'hui. Il était publié par la documentation française, donc il n'y avait pas de problème pour ça. Mais il y avait une proposition dans ce rapport qui tombait dans un moment très chaud, qui était le moment de débat sur le Pacs, si vous vous en souvenez, de ces débats qui ont enflammé l'Assemblée. Et dans ce rapport était proposée une proposition importante qui était d'inscrire le couple de même sexe dans le Code civil français. Eh bien, une de mes commanditaires était horrifiée à cette perspective et une autre était très, très contente. Et donc, finalement, ça s'est traduit par certaines difficultés pour moi, en particulier avec Elisabeth Guigou, puisqu'elle allait défendre le Pacs, mais elle ne voulait surtout pas que cette proposition vienne polluer, on va dire, la proposition sur le Pacs. Et alors ça a été très intéressant parce qu'il y a une 3e personne qui est intervenue, et pas n'importe qui, Robert Badinter. Et Robert Badinter, qui comprenait très bien les enjeux juridiques de tout ça, c'est lui qui s'est chargé, au fond, en tant que politique, d'aller chercher cette proposition. Il a publié un article dans le Nouvel Observateur qui s'appelait « Les homosexuels entreront dans le droit par la grande porte du Code civil ». Et je l'ai laissé faire, il était sénateur, et c'est lui qui a fait avancer cette proposition. C'était quand même une expérience assez intéressante. Évidemment, plus récemment, ça a été plus dur, puisque la ministre qui nous avait commandité le rapport, comme vous l'avez dit, a refusé de le recevoir. Pourquoi ? Parce que ce rapport traitait, conformément à la lettre de mission, de la question de la procréation médicalement assistée, parce qu'il y a de l'hypothèse d'une ouverture au couple de femmes. Et donc, elle a pensé que, justement, c'est intéressant, qu'on ne pourrait plus faire la séparation entre elle comme commanditaire et nous comme experts. En quelque sorte, que cette proposition allait, allait faire tâche, qu'elle serait associée. Elle a préféré ne pas recevoir le rapport. Ce qui a expliqué que finalement ce rapport a une grande audience, puisque évidemment le rapport interdit s'appelait beaucoup à la presse. Il a été effectivement, il n'a pu être, et il a quand même été, c'est quand même étonnant, rendu public, ce rapport, ici même, en présence de notre président de l'école, mais aussi de la présidence de Paris 1, puisque nous étions 2 co-rédactrices avec Anne-Marie Leroyer, professeure à Paris 1, donc en tant qu'universitaire, mais à la demande de l'Élysée. C'est l'Élysée qui a proposé que nous rendions public, pour passer par-dessus la couardise, on va dire, de la ministre. C'est quand même assez étonnant. Donc là, on était pris dans leur calcul à eux, et voilà. Donc quant aux résultats, pour le moment, comme mes collègues, rien.
Et quelle avait été la réception du rapport ici à l'EHESS quand vous l'aviez présenté, et quelle caisse de résonance ça pouvait donner? Parce que finalement, il y a un effet un peu paradoxal du refus de la ministre de l'accepter, c'est que ça lui donne une audience plus importante, au moins dans le débat public. Donc il y a eu deux choses que je pourrais dire. C'est d'abord ce qui s'est passé dans cette salle, qui pour moi restera, je crois, une expérience pour toute ma vie. C'est-à-dire que nous avons, donc c'était un moment important, puisque c'était le rapport interdit était publié, mais surtout nous avons innové dans un domaine, c'est-à-dire que bien qu'ayant eu très peu de temps, aucun argent, on n'en parle jamais de ça. Nous, on a été payés 0 centime quand même pour faire ce travail. Nous avions fait des auditions à des gens qui, par ailleurs, eux-mêmes n'étaient pas payés pour venir, enfin, une trentaine d'auditions, et nous avons trouvé normal que les personnes qui avaient été auditionnées, qui nous avaient donné des textes que nous avions publiés en annexe de notre rapport, finalement, nous leur restituions ce que nous avions fait de nos auditions. Parce que les expertises, elles sont en chaîne aussi un peu. Et donc, il y avait en particulier pas mal d'associations qui avaient été auditionnées parce qu'elles étaient porteuses de demandes sociales. Elles étaient porteuses de demandes de droits. Et donc, ils avaient tous dit oui, et ils étaient là. Les enfants adoptés qui demandent à pouvoir accéder à leurs origines, les enfants nés sous X, les enfants de familles homoparentales, les parents de familles homoparentales, enfin, tout un ensemble de cas, de situations qui étaient en attente de droit. Et c'était, je dois dire, très émouvant parce qu'ils nous ont écoutés, ils ont pris la parole et quelquefois ils nous ont critiqués. Et puis on a dit, mais voilà, il n'y a pas de tout dans ce rapport. Voilà. Et je crois que, alors, on l'a vécu, mais c'est autre chose qu'après la suite. Mais ça m'amène quand même à conclure sur un point, c'est que je crois, par rapport à ce qui a été dit, je pense beaucoup sur ce que vous avez fait à la Commission de la nationalité, que j'admire beaucoup, c'est qu'il y a le moment, qui est souvent une déception, mais ça nourrit une culture. Ça nourrit la culture démocratique. Le rapport que vous aviez fait, il va être retravaillé par des commissions, par des individus. Enfin bon. Moi, c'est ça qui mérite, à mon avis, l'investissement. C'est pas l'immédiat, c'est le fait que ça va être repris. Ça ne meurt pas, ça n'est pas. Alors, il y en a qui sont mis dans des fonds de tiroir, mais il y a une vie des rapports après que le politique s'en soit servi. Encore une fois, n'hésitez pas à rebondir les uns et les autres si vous le souhaitez. Alors, j'avais une question pour Julien Damon. Alors, parmi les invités, vous êtes clairement le meilleur représentant d'un métissage entre la carrière scientifique, vous avez un doctorat sur la question SDF, vous avez enseigné, publié beaucoup dans le domaine des questions sociales, et puis l'administration et le conseil. Comme je disais, vous dirigez une société de conseil que vous avez dans le domaine des questions sociales, que vous avez fondée. Est-ce que vous vous considérez comme une exception culturelle et aussi un intervenant hier dans le colloque qui avait lieu sur les sciences sociales mentionnait le fait que la recherche en sciences sociales n'est pas un monopole de l'université, qu'elle ne s'est pas toujours faite, elle ne se fait pas toujours dans l'université, que parfois on a considéré qu'elle pouvait aussi mieux se faire ailleurs. Alors quel regard vous portez sur la recherche qui se fait au sein d'administrations où vous avez travaillé, comme la CNAF, comme le Conseil d'analyse stratégique, entre autres? Oui, alors je ne sais pas si mes aventures sont aussi exaltantes et importantes que ce qui a été évoqué. Il y en aura d'autres qu'on pourrait évoquer. Oui. Ce que là, tout d'abord, c'est que ce mépris réciproque, ou cette méconnaissance réciproque que Dominique Schnapper évoquait, je l'ai toujours connue, et je la résume par deux formules que j'entends encore. Alors, la première, c'est à l'égard des chercheurs, dans les couloirs de la Caisse nationale des allocations familiales. Alors, c'est une petite start-up qui pèse 80 milliards d'euros quand même, et qui gère les prestations familiales pour les étudiants qui sont ici, leurs prestations logement et des prestations de solidarité de type revenu de solidarité active. Donc, c'est quand même au cœur de la vie des gens. Il y a une dérive, ou en tout cas une propension à être davantage gestionnaire que de se préoccuper des politiques qui sont vraiment menées. Mais qu'est-ce que j'entendais en permanence dans ces couloirs? Alors j'avais été
engagé pour être directeur des études et de la prospective, c'est un beau titre, après un doctorat en effet sur les SDF, et alors j'avais droit systématiquement à « Oh, les chercheurs, on en cherche qui trouvent, et on en trouve toujours qui cherchent ». Alors après, comme je l'avais eu ras-le-bol d'entendre cette phrase, finalement je pense qu'elle a été attribuée au général de Gaulle, je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcé, qui aurait dit des chercheurs, on en trouve qui cherchent en France, on en trouve qui cherchent en France et on en cherche et on en trouve qui trouvent aux États-Unis. Voilà, une formule du général. Bon, ça, c'est le mépris total de l'administration, là, en l'espèce de la sécurité sociale, mais qu'on peut trouver aussi, pour partie, et qui a été évoqué chez ceux qui sont passés ou non par l'École nationale d'administration, même si tout de même, pour répondre à une de tes questions, je trouve que sur bien des domaines des questions sociales, il est des hauts fonctionnaires qui connaissent bien mieux que la plupart des chercheurs spécialisés la matière que ces chercheurs spécialisés traitent. On pourra en discuter. Alors, la deuxième formule, c'est l'inverse. C'est le mépris des chercheurs pour les hauts fonctionnaires ou pour les entreprises pour lesquelles ils sont censés travailler ou sur lesquelles ils réfléchissent. Et là, c'est une formule que j'aime bien parce que c'est Merton, je crois, qui l'affectionnait. Je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que c'est l'administrateur est comme le poivreau. Alors déjà, c'est rigolo. Donc, l'administrateur est comme le poivreau. Il utilise le lampadaire non pas pour s'éclairer, mais pour ne pas tomber par terre. Voilà, c'est ça la formule. Ça m'a toujours fait marrer, mais qu'est-ce qu'elle exprime exactement? C'est les chercheurs qui, d'ailleurs, je trouve ces temps-ci une scientificité revendiquée de plus en plus, mettent de côté tout contact comme impur avec une sphère qu'ils méprisent. Et qu'en réalité, parfois, alors que c'est leur objet d'étude, ils ne connaissent absolument pas. Ça, c'est ma petite analyse du dossier. Après, les anecdotes, il y en a plein de marrantes comme ça. Hein. Moi, je me rappelle très bien, parce que tu as évoqué le Grenelle de l'insertion. Donc, j'avais été picoré pour être rapporteur général du Grenelle de l'insertion, qui a été une période de commission, mais je ne saurais pas la qualifier exactement, ou comme le Grenelle de l'environnement, mais sur un autre thème, il s'agissait de réviser les politiques de solidarité et donc de préparer la création du revenu de solidarité active, la création de Pôle emploi, pardon pour nos amis de la prochaine table ronde, donc réviser un peu notre système public de prise en charge de la pauvreté et du chômage. Donc je suis nommé. Première chose que je vais faire, parce que je suis malin, je vais voir le rapporteur général du Grenelle de l'environnement qui vient de se terminer et je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lui, tu commences par la fin, tu rédiges le communiqué de presse. Voilà. Et en réalité, je ne l'ai pas fait, mais c'est précisément ce que j'aurais dû faire. Et par la suite, vous avez tout ce système de convocation d'experts que l'on écoute religieusement, alors que l'essentiel de la matière, après que le rapport ait été rendu, dans les sous-sols d'un cabinet ministériel, on m'a dit, bon, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Voilà. Mais c'est encore une fois ce mépris réciproque. Alors je terminerai, alors, parce que j'ai le sentiment que c'est intéressant, ces anecdotes, par quand même quelque chose dont moi j'ai trouvé que j'avais une petite influence, ça m'a plu. Alors, lors du débat sur le Pacs, une future ministre s'était illustrée en sortant sa Bible à l'Assemblée, mais celle-ci m'a demandé de lui faire un rapport sur la prise en charge des sans-abri dans l'Union européenne. Et au demeurant, elle est ce qu'elle est, Madame Boutin. Comme ministre du Logement, elle avait une phrase célèbre qui était « Le logement, c'est très complexe ». Ça, c'était assez marrant. C'est-à-dire, c'est pas faux, mais elle disait combien elle maîtrisait sa matière, elle, entourée de gens qui maîtrisaient le dossier. Dans tout état de cause, j'avais fait tout un rapport expliquant ce qu'étaient les diverses approches des politiques nationales sur cette question des sans-abri, avec plein de préconisations, dont certaines évidemment insupportables, comme de totalement privatiser ou à rebours nationaliser les associations, financées à 100% sur fonds publics, donc ça fait rigoler, ou au contraire, ça déchaîne les furies. Mais pour l'essentiel, ce que j'avais proposé comme révision de cette politique a été tenté. Alors j'en tire pas gloriole d'ailleurs, en quoi que ce soit, mais simplement pour signaler que de temps en temps, des trucs qu'on fait, il y a des machins qui peuvent être pris. D'ailleurs, dans le premier de vos rapports, quand même, l'idée de coparentalité, ça a été repris par Madame Royal. Le premier rapport, presque toutes les préconisations sont dans le droit. Voilà. Donc ça va venir pour l'autre. Donc malgré le mépris, parce que Irène Théry, vous disiez, il n'y a pas les résultats à zéro, en réalité, finalement, c'est pas tout à fait ça. Puis finalement, le droit rattrape parfois un certain nombre des propositions. On en a l'exemple aujourd'hui avec des décisions sur la reconnaissance des enfants nés de PMA.
Non, moi je voulais rebondir sur une des questions soulevées par Dominique Schnapper et qui a fait un peu, qui me fait rebondir sur ce que vient de dire Julien Damon, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la France de cette relation entre la haute fonction publique et l'université? Moi, je crois que je suis assez d'accord avec ce que disait Dominique Schnapper, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécifique à la France. Je ne crois pas que ça soit lié à la démocratie d'une certaine façon. Je pense qu'au contraire, je pense que dans les démocraties, il y a finalement plus de liens, plus d'interactions entre... Mais par contre, il y a quelque chose qui est spécifique à la France, et je crois que dans les pays que j'ai pu observer, c'est assez différent, c'est que notre haute fonction publique n'a pas été formée à l'université, n'a pas appris... finalement, elle n'a pas été formée via les disciplines universitaires et donc finalement ne trouve pas naturel d'avoir cette interaction avec les universitaires. C'est très différent dans plein de pays. Et là, on pourra en reparler dans l'interaction avec la table ronde, mais si vous allez dans beaucoup de pays nordiques, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, la plupart des décideurs et des hauts fonctionnaires ont une formation universitaire, souvent qui est, selon les pays, c'est plutôt panaché, mais je sais pas, les Britanniques qui font économie, philosophie et sciences politiques comme formation, ou au contraire, la formation très pluridisciplinaire des collèges américains, où on fait l'anthropologie, de l'économie, et finalement, ça ouvre à cette interaction avec l'université, avec l'approche universitaire, qui n'est pas du tout le cas de notre formation prépa, grandes écoles, ENA et au fonctionnariat. Et là, moi, je pense qu'il y a une spécificité française qui explique un petit peu le fait qu'il y a une division entre le monde de la haute fonction publique et le monde universitaire qui est plus fort en France qu'il n'est dans d'autres pays. Oui, même si à Sciences Po, il y a quand même des contacts entre les universitaires et les étudiants pour ceux qui passent par ce type d'école. Mais oui, Rémi Lefebvre. Oui, je vais juste rebondir là-dessus, puisque moi j'appartiens à une discipline, la science politique, qui est paradoxalement peut-être la plus proche du monde des décideurs politiques et qui, à mon avis, est encore le plus éloignée de ces logiques d'expertise. Je pense que les sociologues sont plus enclins que les politistes à interagir avec les hommes politiques. Alors ça tient aux dirigeants ou la haute fonction publique. Alors ça tient évidemment aussi au caractère incertain de la discipline sciences politiques auquel j'appartiens, qui est une discipline carrefour, qui est une discipline qui est une petite discipline, qui est une discipline qui doit fonder sa légitimité, et donc fonde sa légitimité par une grande distance à l'égard des hommes politiques. Mais je voulais rebondir sur cette idée de la culture des sciences sociales chez la haute fonction publique. Moi, mon objet, le Parti socialiste, la haute fonction publique est très très présente et les élites socialistes, pour une partie d'entre elles, sont très très proches de la haute fonction publique. Donc je peux vraiment mesurer à quel point ce qu'on a dit à plusieurs reprises, le mépris très très profond des universités, de ces hauts fonctionnaires à l'égard du travail des sciences sociales, alors qu'ils le connaissent mal, qu'ils perçoivent comme aussi le monde universitaire, qu'ils perçoivent comme déclassé. Alors ça, c'est très important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui frappe beaucoup, c'est-à-dire que le prof d'université, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré. L'université a une image détestable globalement chez ces hauts fonctionnaires, et surtout, il y a aussi un effet de formation. Moi, je suis très très frappé. Bon, par exemple, j'ai participé, je donne des cours dans une prépa à l'ENA, à Sciences Po Lille. L'épreuve de sciences politiques à l'ENA vient d'être supprimée. Il y avait une épreuve optionnelle en sciences politiques qui a été supprimée. Ça me paraît tout à fait emblématique. Et aussi le fait que la science politique en France s'est beaucoup renouvelée ces dernières années autour de l'analyse des politiques publiques. L'analyse des politiques publiques est devenue quasiment 50% de la production académique de sciences politiques. Donc on pourrait croire que cette analyse des politiques publiques cette orientation vers l'analyse des politiques publiques soit propice à l'échange. Et pas du tout, absolument pas. C'est-à-dire que, pour des raisons qui tiennent aussi, parce que là j'ai donné qu'un aspect du problème, au mépris évidemment des universitaires aussi pour le monde politique. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Alors je suis bien placé pour en parler, puisque moi ma position hybride que tu as décrite tout à l'heure est jugée parfois
très très mal par mes collègues. Et les jeunes générations de politistes sont encore plus dans cette logique. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus dans cette logique de oh là là, pas d'interaction avec le monde politique, c'est horrible. Alors, les partis politiques, c'est encore pire. Alors, le Parti socialiste en particulier, parce que là, c'est la détestation absolue, ce qu'on peut comprendre par bien des aspects aussi. Mais, et donc, j'ai l'impression que ce mépris réciproque, on est plutôt dans une forme d'exacerbation de cette tendance. D'un côté, l'hyperprofessionnalisation, ça j'insiste aussi beaucoup, l'hyperprofessionnalisation chez les académiques, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, c'est très mal vu. Globalement, en tout cas en sciences politiques, très très mal vu la collaboration avec le pouvoir politique scientifique. Dans les dossiers, dans l'évolution des carrières, c'est très très mal vu, très très mal perçu. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est produire des articles académiques, etc. Dans la valorisation de la carrière, c'est très très mal vu. Et puis de l'autre, aussi du point de vue des élites politiques, alors moi je le vois, c'est très très frappant dans le cadre du Parti socialiste, des élites politiques qui lisent de moins en moins. Enfin, franchement, je ne suis pas dans la nostalgie, mais c'est absolument évident. Par exemple, dans les années 70, dans les années 80, il y avait un certain nombre de dirigeants socialistes ou de dirigeants politiques à gauche qui lisaient des sciences sociales. Il suffisait de regarder les revues rocardiennes, les revues chevènementistes dans les années 70 et 80. Elles étaient irriguées par les lectures de sciences sociales. Aujourd'hui, il y a un formidable dessèchement intellectuel à gauche, mais très très impressionnant. C'est-à-dire que, au mieux, ce que les hommes politiques vont lire, et ça on le voit très bien, il y a un très bon exemple d'actualité, c'est par exemple des travaux comme les travaux de Christophe Guilly. Les travaux, alors ça marche, ça percute, c'est caricatural, c'est simplificateur, ça va passer, mais alors le reste, et donc il y a un double effet, j'arrête là. Chez les élus socialistes, il y a d'un côté le poids de la haute fonction publique. Les sciences sociales, ça sert à rien, c'est du bavardage, etc. Et puis après, il y a le poids aussi, tout à l'heure Dominique Schnapper a parlé de la professionnalisation politique, le poids par le bas des notables locaux, chez qui, alors, c'est pas le même problème que chez les énarques, il y a un anti-intellectualisme aussi très, très, très marqué. C'est-à-dire que franchement, les sociologues, mais vraiment, je parle d'anti-intellectualisme, très très marqué. Donc par le haut, la noblesse d'État, le mépris des intellectuels, par le bas, une forme d'anti-intellectualisme. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que l'État, les institutions publiques ont produit leur propre expertise et Julien Damon disait tout à l'heure, certains hauts fonctionnaires connaissent extrêmement bien des matières qui sont devenues très techniques. Prenons le cas effectivement des retraites. Je crois j'avais discuté avec Antoine à un moment donné qui me disait voilà, le fait que le système des retraites soit si compliqué à comprendre, que si peu de personnes le comprennent, et en même temps conçu par certains comme une manière de faciliter les réformes et de les faire passer, parce que effectivement personne n'y comprend rien et on passe parfois des dizaines d'années avant de s'apercevoir qu'on a mis en place des réformes qui n'ont pas du tout les objectifs escomptés et parfois sont absolument à l'inverse de ce qui est anticipé. Oui. Donc un mot sombre pour continuer et un mot d'espoir. Non, mais le mot sombre, c'est qu'en effet, il y a ce mépris réciproque et aussi une fermeture réciproque en termes de carrière. Dominique Schnapper l'évoquait, dans le cas américain, ça doit être vrai ailleurs, on peut passer de postes de prof d'université à des postes de responsabilité, même dans des gouvernements, et inversement, après avoir été responsable d'entreprise ou avoir été fonctionnaire ou fonctionnaire, on peut accéder à l'université sans que ceci fasse vomir l'université, puisque ce serait évidemment trahir son sang presque. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que parler du salaire des conseillers d'État et des profs, je pense qu'aller à la louche, il faudrait vérifier, mais 10 à 20% des conseillers d'État sont professeurs associés pour gagner un petit peu de sous encore à côté et exercer ce magistère qui leur donne ce beau titre. Très bien. Bon, mais c'est vrai que c'est parfaitement fermé. Alors je sais qu'il y a ces temps-ci des débats qui doivent, comme d'habitude ici à l'EHESS, faire porter haut le fer. C'est de savoir si les docteurs pourraient, je ne sais pas trop quoi, entrer à l'ENA directement, un truc dans le genre, là, c'est ça, non? C'est ça, ou entrer directement dans des grands corps administratifs?
Oui, oui, c'est avoir une reconnaissance, non, pour ne pas passer par l'ENA, justement. Pour ne pas passer par l'ENA et devenir haut fonctionnaire immédiatement. Avoir une reconnaissance du doctorat pour entrer dans la haute fonction publique, effectivement. Voilà, ça c'est un truc assez étrange, hein, comme quoi c'est des débats sérieux. Alors mon point d'espoir, c'est que tout de même je trouve qu'il y a des endroits, alors il y a un mot pompeux pour dire ça, on doit dire des arènes, c'est plus chic je crois, ou je ne sais pas si on doit dire des commissions, enfin il y a des schmilblick, des trucs, des instances qui se sont instituées depuis 10-15 ans, et comme on a évoqué le corps, ça permet d'en dire un tout petit mot. Il y avait quand même un endroit où historiquement les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, des enseignants, des experts se croisaient, papotaient pour préparer la planification à la française, c'était le commissariat général au plan. Celui-ci, avec des hauts et des bas dans sa décrépitude, dans sa trajectoire de décrépitude, changeant de nom en effet de temps en temps, s'est vu ajouté ou s'est vu complété par des instances qui sont thématiques. Donc il y a un conseil d'orientation des retraites, il y a un haut conseil à l'avenir de l'assurance maladie, il y a un conseil d'orientation de l'emploi, il y a un haut conseil de la famille, il y a trouvé un autre nom par rapport à celui dans lequel vous siégez, et une autre organisation, et le chic du chic, celui où on doit être, le must, c'est le haut conseil du financement de la protection sociale. Celui-ci est le plus technique. Mais pour les autres, c'est quand même des lieux où vous avez les partenaires sociaux, les administrations et des experts, dites PQ, donc c'est personnalités qualifiées, qui participent à tout de même l'évaluation, l'échange, alors parfois de façon faussement polie, parce qu'en réalité on se fiche de ce que la personne vient raconter, mais sur ce plan, moi je pense que la France a un peu progressé, au moins pour diminuer les saillies idéologiques délirantes. Est-ce que je peux intervenir? Parce que on parlait un peu pour anticiper un peu la prochaine table ronde, c'est Daniel Bélan ici. Il me semble que vous avez raison de mentionner le rôle des grandes écoles, la distinction entre université et grande école, évidemment, qui n'existe pas ailleurs. En Amérique du Nord, par exemple, on a des écoles de politique publique, mais elles sont dans les universités. Et donc, même la Kennedy School, hein, c'est à Harvard, et nous, on a une école de politique publique en Saskatchewan, et c'est dans l'université, et personne ne va s'imaginer que ça va être il n'y a pas de distinction entre la formation des fonctionnaires. En fait, il n'y a même pas de parcours pour les fonctionnaires fédéraux, de parcours particulier. Il y a des gens qui ont une maîtrise en littérature qui peut vraiment devenir fonctionnaire au niveau fédéral. On n'a pas besoin même d'un diplôme en sciences politiques ou en économie ou en politique publique. Et je pense qu'il y a une spécificité française qui est importante ici. Mais une question peut-être, ce serait un peu comment ça pourrait changer? On parle de mépris réciproque des politiques ou même de la haute administration par rapport aux universitaires. Est-ce que c'est possible d'imaginer peut-être un dialogue un peu plus fructueux à l'avenir, où il faudrait changer le système d'éducation, commencer à la base vraiment, ou est-ce que vous voyez que ça va continuer à empirer en fait, parce que c'est pas très... le constat en général est assez sombre. Est-ce que vous voyez quelques solutions d'avenir pour favoriser une meilleure intégration, ou en fait que c'est un peu naïf ma question, que ça va rester comme ça tant que le système d'éducation ne change pas? Je peux commencer à tenter une réponse. Pour mon opinion, c'est vraiment dû au système d'éducation, et tant qu'on ne change pas notre système de formation universitaire, c'est-à-dire qu'on devrait, à mon sens, avoir un système qui est intégré où à l'université, c'est à l'université où se passe la formation supérieure, et donc les hauts fonctionnaires sont formés à l'université. Alors, il faudrait faire changer l'université aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des hauts fonctionnaires qui aient une formation spécialiste et qui deviennent des techniciens. On veut quelque chose qui, au moins dans leur formation, soit pluridisciplinaire. Mais à mon sens, c'est là le cœur et le nœud du problème, et si on ne touche pas à ça, je n'ai pas vraiment de solution facile. Je voudrais faire une observation, une belle provocation, on va rigoler. L'observation, c'est que, j'y participe peu, hein, mais il y a des jurys pour entrer maintenant en M1 à Sciences Po, en affaires publiques, et la voie royale pour préparer, une voie royale pour préparer l'ENA. Ce que j'observe, c'est que vous avez, je le fais à la louche, hein, peut-être la moitié des promos de normaliens agrégés qui viennent faire Sciences Po pour préparer autre chose dans la vie. Donc,
Je vois ça de manière un peu positive d'ailleurs. Maintenant, je pense que la solution, c'est on peut en effet envisager de rapprocher universités et grandes écoles publiques, mais il y a un truc qui résoudrait tout, mais là je vais partir sous les colibets, c'est de supprimer le statut de la fonction publique. Alors là, ok, mais pourquoi? Parce que comme ça, il n'y aurait plus d'école de service public et vous auriez à l'université la possibilité de préparer des dirigeants qui discutent les uns les autres et qui préparent des carrières, peut-être après dans le monde de l'action publique, qui n'aurait plus ce statut et dans d'autres mondes, et de pouvoir basculer d'un corps à l'autre. Corps étant pas le terme qu'il faudrait employer. Oui, Jérémy. Juste une remarque, qu'est-ce qui peut changer? Déjà, je prends l'exemple moi des IEP que je connais bien. J'observe que, par exemple, les sciences sociales, globalement, reculent dans les IEP, par exemple. Et on a de moins en moins... c'est vraiment très, très... cette dynamique est très claire. Il y a une managérialisation ou une masterisation des IEP. Et il y a de plus en plus d'IEP, par exemple, où il n'y a plus de cours de sociologie générale en première année. Bon, voilà. Donc, concrètement, la diffusion des sciences sociales dans les écoles de pouvoir, on n'en prend pas du tout la voie. Ça me paraît assez clair. Oui, beaucoup plus modestement, sans évoquer des grandes réformes. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste, parce qu'effectivement, il y a un moment où... ce qui a été décrit, c'est-à-dire des politiques qui ne lisent plus, qui ne travaillent plus, qui sont pris par à la fois leur logique d'appareil, leurs horizons électoraux, enfin tout un ensemble de choses. Il faut quand même qu'à un moment, ils répondent à des questions. Ils ne peuvent pas être des amateurs tout à fait complets non plus. Et donc, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. Effectivement, à un moment, il faut bien s'affronter à une question. Et là, qu'il y ait du travail qui a été accumulé par la recherche, et de ce point de vue, ils sont très preneurs. Ils sont tout à fait conscients du fait qu'ils ont besoin de nous, je dirais. C'est peut-être quelquefois nous qui ne... alors parce qu'on les critique, c'est normal. Mais moi, je suis aussi sensible... au fait que ce sens de la responsabilité que Dominique a évoqué de façon très modeste, mais qui faisait partie aussi de la culture universitaire, elle a rappelé nos pères fondateurs. Bon, justement, aujourd'hui, je trouve qu'il se perd aussi un peu. On se dit, finalement... qu'est-ce qu'on a à gagner à faire ça par rapport au fait d'accumuler des articles dans des revues qui sont bien notés, etc. Donc, je veux dire, dans l'attente de grands bouleversements qui viendront peut-être jamais, le sentiment outre que notre travail peut être utile à la société, la façon de réfléchir à des façons de le transmettre, de le diffuser, se salir un peu les mains aussi dans justement cette activité impure de se dire est-ce que notre travail peut contribuer à résoudre une question. Moi, là, au moment où je vous parle, là, j'ai donc remis ce rapport qui n'a pas eu beaucoup d'écho chez la commanditaire, mais qui a été quand même immédiatement travaillé par la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, je me suis dit, c'est pas 1 heure de peine, c'est beaucoup d'heures de peine, mais après tout, si dans une affaire aussi importante que celle qui va agiter la Cour de cassation vendredi autour du statut des enfants nés de gestation pour autrui, un sujet qui fait monter aux arbres tout le monde et qu'on n'arrive pas à traiter en France de façon juste calme, si ce rapport a pu nourrir la réflexion des juges européens et ensuite revenir nourrir la réflexion du rapporteur de la Cour de cassation, j'ai pas travaillé, pas moi, les 25 universitaires que j'ai rassemblés n'ont pas travaillé pour rien. Oui, là, on aborde une dimension européenne et internationale dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Oui, Antoine. Non, je voulais juste réagir juste pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une signe de responsabilité du côté des sciences sociales. Alors, je parlais du cas économiste, mais typiquement, pourquoi une grande partie des hauts fonctionnaires finalement préféraient l'économie à la Sciences Po plutôt que l'économie de l'université? C'est que la discipline économique, sciences économiques, s'est transformée au fil des temps en se professionnalisant, en voulant acquérir plus de scientificité, en quelque chose d'extrêmement technique, finalement extrêmement
froid sur la modélisation qui s'est complètement écarté de ce qui était au départ la science économique, l'économie politique, de comprendre le détail. Ce que disait Julien Hamon sur le fait que plein d'économistes, et je peux en témoigner, ne connaissent absolument pas le détail institutionnel sur lequel les collègues travaillent sur les retraites qui ne savent pas comment le système de retraite français fonctionne. Alors, on comprend, c'est très compliqué, mais ceci dit... Pas plus que les maths. Hein. Pas forcément plus que les maths et les modèles qu'ils essayent de résoudre, mais ça, c'est aussi un problème de notre côté universitaire, de voir que... Et pourquoi cette dynamique, elle vient effectivement de la publication. Si vous voulez publier dans les meilleures revues, si vous voulez publier dans l'Econometrica, il ne faut pas vous commencer à passer 2 ans à essayer de comprendre le système de retraite français. Ça ne sert à rien. Il faut vous spécialiser sur une technique économétrique qui vous permettra d'arriver dans le petit carré des gens dans le monde qui maîtrisent cet aspect particulier pour arriver à publier une des meilleures revues qui vous permettra d'arriver ensuite dans votre carrière universitaire. Donc ça c'est une dynamique propre finalement à la spécialisation au sein de nos disciplines qui nous écarte des préoccupations finalement de la société et ce qui est de la demande de formation des hauts fonctionnaires, mais pas que les hauts fonctionnaires. On a parlé des hauts fonctionnaires, mais je pense qu'on pourrait les caractériser plus généralement avec la formation pour l'ensemble de la société. Alors, je voulais poser une question à Rémi Lefebvre. Tu as parlé d'un assèchement des intellectuels au sein des partis, du Parti socialiste notamment, et même d'un anti-intellectualisme. Là, on vient d'assister au congrès du Parti socialiste à Poitiers, dont les seuls débats qui semblent avoir filtré sont le fait de la polémique suscitée par la tribune d'un banquier et d'un ancien ministre sur la politique économique. Donc on a l'impression effectivement que le parti au pouvoir semble hermétique depuis assez longtemps aux idées aux novatrices, aux critiques qui pourraient venir des sciences économiques, sociales, entre autres. Il existe en même temps un renouveau du côté, ces dernières années, du côté des think tanks ou de ce genre d'organisations qui peuvent être plus ou moins proches des partis politiques. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette coupure? Est-ce qu'il y a une accentuation? De parler des revues qui, à un certain moment, avaient des prétentions intellectuelles et bon, il en reste parfois quelques-unes. Est-ce qu'il faut y voir une tendance traditionnelle des élites à s'appuyer donc sur l'expertise interne à l'administration, aux conseillers spéciaux, aux commissions parlementaires? Est-ce que là on a une évolution aussi des partis politiques dont on peut trouver, qui différencierait peut-être la France d'autres systèmes également? Alors sur tes questions et par rapport plutôt moi, à ma connaissance du Parti socialiste, donc cet assèchement, effectivement, ça me paraît une tendance assez lourde. Alors après, il est variable selon les cycles. C'est-à-dire que, effectivement, cet assèchement s'accentue lorsque le parti est au pouvoir. Par exemple, le Parti socialiste, quand Martine Aubry était Premier secrétaire, avait entrepris une tentative de régénération intellectuelle. On l'avait vu, par exemple, autour des débats autour du Caire. C'était un bel exemple. Le Caire, les théories du Caire, comment elles avaient été importées au PS et avaient à un moment donné, alors très timidement, très superficiellement, mais il y avait eu une tentative de repenser le logiciel un peu idéologique autour de ces questions. Le PS avait mis en place un think tank interne qui s'appelait le Laboratoire des idées, qui était dirigé par Christian Paul, qui avait tenté de renouer avec le monde intellectuel. Donc on l'avait vu au moment de l'université d'été de La Rochelle où des sociologues étaient présents, des politistes, etc. Et alors, ce cycle s'est complètement refermé depuis que le PS est au pouvoir. C'est-à-dire très très clairement, la parole des sciences sociales qui est enrôlée comme une parole critique, dès lors que le parti est au pouvoir, bon déjà parce que par un phénomène bien connu des politistes qui est qu'il y a une forme de démonétisation des arènes partisanes, les responsables étant aspirés dans les cabinets ministériels, le parti n'étant plus perçu comme un lieu de contre
contre-pouvoir ou de réflexion. Donc effectivement, là, depuis 2012, on est retombé dans une dynamique très très faible. Alors, tu as évoqué la question des think tanks. Ça, c'est une question intéressante, je pense, qui est aussi un piège pour les partis politiques. C'est-à-dire que finalement, les partis politiques, on va avoir tendance à externaliser de plus en plus leur fonction intellectuelle, hein, ou leur fonction plutôt programmatique à des instances extérieures, hein, avec l'idée au départ que ces instances ne vont pas être polluées par les enjeux de pouvoir qui parasitent un petit peu la réflexion intellectuelle, mais avec une tendance du coup qu'on voit très très bien avec le think tank Terra Nova pour le PS, qui est une tendance aussi à l'expertisation de la réflexion, et uniquement l'expertisation. C'est-à-dire ce qu'on va demander au think tank, c'est un prêt-à-penser, des notes sur des questions précises, et donc du coup, il y a une dimension. Je ne pense pas que les think tanks soient les plus forcément les plus enclins à développer une réflexion plus générale de sciences sociales sur des questions qui soient comment dire, qui ne soient pas des coûts, alors des coûts ponctuels. Alors on l'a très très bien vu par exemple sur les primaires, moi que j'ai beaucoup étudié. Terra Nova s'est positionné médiatiquement autour des primaires, mais par exemple la réflexion sur les primaires ne s'est pas intégrer une réflexion plus large sur la transformation des partis politiques, l'affaiblissement du militantisme, etc., etc. Voilà. Donc, et ça renvoie peut-être aussi à ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il y a aussi un primat de l'économisme aussi chez les élites politiques. C'est-à-dire que c'est vrai que l'expertise qui est aujourd'hui... quand le PS réfléchit à son projet, il est essentiellement perçu sous l'angle de l'économie, hein, et donc et sous un angle très technique, hein, c'est-à-dire que concrètement, quand on regarde l'exercice de fabrication des programmes au PS depuis les années 90, ce qu'il faut, c'est les 5 ou 6 mesures précises que le PS va pouvoir proposer à ses électeurs, et du coup, une réflexion plus générale d'ensemble se perd. Hein, donc, et c'est ça les attentes, les attentes des élites socialistes, c'est essentiellement tourner vers l'économie et vers la production d'une plateforme programmatique. Et bon, voilà. Donc je pense que l'évolution des think tanks, les think tanks traduisent bien la technicisation du rapport aux sciences sociales et aussi une forme de technocratisation, technicisation et technocratisation de la demande d'expertise émanant des élites partisanes. Alors, il y avait des réactions sur la table. Je pense qu'il est l'heure d'ouvrir le débat pour qu'on ait un petit peu de temps pour des questions de la salle. Et puis ensuite, on passera à la deuxième table ronde sur les expériences étrangères. Il n'y aura pas de pause, je suis désolé, mais le temps était compté. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Merci à tous pour vos interventions. Alors moi, je suis presque doctorante en année préparatoire de doctorat. Merci le HESS pour ça. Et en fait, j'étais très impressionnée dès le début du débat avec l'intervention de Dominique Schnapper, qui était vraiment très intéressante, sur le fait que vous vous concentrez sur les institutions et sur des politiques françaises. Et ça m'a un peu marquée parce que c'est... Moi, je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'actions de conseil et d'expertise en sciences sociales dans le domaine des ONG, peut-être parce que je suis plutôt du côté de l'anthropologie, et aussi à l'échelle européenne, en fait. Et je croyais qu'en France, peut-être dans d'autres pays, bien sûr, il y a de l'expertise à l'échelle du gouvernement, mais justement, comme vous avez bien décrit, elle est plutôt liée à des choses internes, à des expertises internes, et qu'on ne mêle pas tant le milieu universitaire. Donc ça, c'est... Je voudrais poser la question, qu'est-ce que vous pensez que ça peut venir aussi du côté associatif, du côté européen, voire même international qui peut. Et ensuite, pareil, par rapport au think tank, je me demandais quel est le rôle aussi des boîtes de conseil. Parce qu'il y a énormément aujourd'hui vous avez parlé un peu de Sciences Po, etc. Il y a une grande partie de personnes qui sont cooptées par ces boîtes de conseil. Et maintenant, il y a quand même des doctorants en sciences sociales qui commencent à fonder des boîtes de conseil.
et qui font de rôles d'expertise, que ce soit pour des entreprises, mais surtout pour la fonction publique. Voilà. Ouais, j'avais une remarque en fait sur... moi aussi je suis étudiant à l'école et on est parti du principe que... il y avait une séparation en fait entre les sciences sociales ou alors entre l'université de manière générale et la décision politique. Mais est-ce que c'est pas juste valable à un certain niveau d'analyse au niveau de la décision politique? Mais au final, les personnes qui sont à l'université, qui sont l'élite de l'université ou des grandes écoles, sont tout à fait comparables au milieu politique. C'est-à-dire que cette séparation qui est posée comme préalable, en fait, elle est juste au final un conflit pour l'accès au poste, pour l'accès à la capacité de dire l'officiel, comme dirait Bourdieu. Troisième question. Merci beaucoup. Je suis aussi jeune docteur en sociologie à l'école et en fait donc je suis dans un moment de ma vie où c'est la bataille pour les postes évidemment et beaucoup de bruit sur le fait qu'on réclame de l'argent public pour payer des postes et qu'on insiste sur le fait que c'est pas normal qu'il y en ait moins, ce qui me semble légitime et en même temps j'ai été frappé pendant toute la thèse sur le fait qu'on exige d'être payé par l'argent public sans organiser collectivement quelque chose pour rendre au public le fruit de notre travail, hormis les cours qu'on peut donner à l'université, mais ce qui n'est pas précisément uniquement vraiment le public, alors qu'on attend de tous les autres organismes qui sont payés avec l'argent public qu'ils travaillent pour le bien public, j'ai l'impression en tout cas. Et vous parlez tous individuellement, et j'ai trouvé ça vraiment marquant et vraiment super de entre guillemets, se salir les mains ou de faire l'effort d'aller faire ce travail de restitution qui reste un effort individuel, presque basé sur une volonté individuelle. Est-ce qu'on peut imaginer l'organisation de quelque chose de collectif dans nos formations et dans notre travail qui fait partie d'une forme pas de contrainte ou d'obligation, mais d'une organisation qui est tournée vers la restitution, vers le public de notre travail, étant donné qu'on exige d'être payé par l'argent public. Merci. On peut peut-être redonner la parole à la table pour une première série de réponses. Moi, je veux bien rebondir sur la dernière question. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on demande de l'argent public pour faire nos recherches. Et à chaque fois qu'on a à faire ce travail de restitution, à participer à l'université, tout ça est censé être... rien n'est financé pour ce travail-là. Et souvent, les chercheurs se disent bah non, en fait, je ne veux pas faire ça parce que ça me détourne de mon travail de recherche. Alors même que c'est finalement le cœur du sujet, c'est de faire des travaux de recherche en sciences sociales pour alimenter le débat public, les connaissances dans la société. Donc, je suis complètement d'accord sur ce diagnostic-là. Je pense qu'il y a là, pour le coup, on a des moyens en ayant de façon collective à organiser beaucoup plus nos fonctions, nos façons de travailler pour arriver à voir cette interaction. Il ne faut pas attendre que ça vienne naturellement, je pense que c'est à nous de le faire. À titre personnel, très modestement, dans ce qu'on essaie de faire à l'Institut des politiques publiques, c'est-à-dire faire en sorte que les travaux qu'on réalise soient communiqués au grand public, d'arriver à les diffuser auprès des décideurs, mais plus largement auprès de la presse et du grand public. Je pense que c'est juste un des moyens de faire. À l'étranger, nos collègues chercheurs font ça finalement de beaucoup plus longtemps pour arriver à diffuser leurs travaux, à les faire qu'ils imprègnent la société. Donc je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, mais on est tout à fait là en capacité, à mon sens, d'y arriver dans ce sens-là. Oui, très, très vite. C'était un peu le jeu de la table ronde de parler de la France. Donc ça explique peut-être pourquoi on s'est borné là. Et peut-être il aurait fallu d'autres personnes s'il y avait... Mais je pense qu'il existe des formes d'expertise internationale, bien entendu. Mais enfin, voilà, il y avait un peu le jeu là-dessus. Sur l'autre question, sur la restitution, moi j'ai eu une expérience... au début de ma carrière, qui a été très douloureuse là-dessus. Avant d'être élue ici à l'école, j'étais au CNRS et j'ai été participée en tant que sociologue du droit à l'un des 2 laboratoires du ministère de la Justice. Et on approchait du cinquantenaire de l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs, qui était censée être la spécialité de... Donc il y avait un labo en gros sur le pénal et un sur le civil, bon, pour simplifier très largement. Mais il y a eu une demande qui venait donc de la tutelle du ministère de la Justice et
sur qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'occasion de cette grande célébration du cinquantenaire de l'ordonnance de 45, la Fondation de la justice des mineurs. Et je dois le dire, c'était pas ma spécialité à moi, donc je me suis plus tranquille. Et ce labo n'a pas été capable de répondre à la demande. Et ça a été un problème très grave, puisque ça s'est soldé quand même par la suppression de cette institution. C'était le laboratoire de recherche de Vaucresson, que dirigeait Jacob Maille, et qu'il avait dirigé. Je ne mets pas lui-même en cause, c'était plutôt que l'idée qu'on devrait pouvoir restituer sur... Il y avait à l'époque une telle culture d'opposition entre les études, qui est BACACA, si je voulais, les études et la recherche, que l'idée que ça puisse avoir une utilité, ou bien que de se demander comment justement on fait cette restitution n'était jamais posée. Et je pense que si depuis j'ai eu toujours ce souci, c'est que de se dire ce travail qui est là, est-ce qu'il peut être utile socialement, ça vient de ce traumatisme. Donc vous posez une vraie question, et qui est une question un peu taboue, mais que je trouve très intéressante. Oui, juste, je pense que c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure, la question finalement de la bataille pour la publicité et la publicisation des sciences sociales. C'est vrai que ça marche pas. Je pense que c'est effectivement un enjeu qu'on n'arrive pas à penser assez politiquement au sein de la communauté universitaire. C'est vrai qu'on est replié aussi sur des enjeux de poste, et qu'aujourd'hui une des manières aussi de... parce qu'on n'a pas parlé aussi du rôle d'émancipation des sciences sociales. Je pense qu'aujourd'hui, on est, par rapport à la politique, et ça a été dit tout à l'heure, par rapport à cette vision technocratique de l'idée que le sociologue ou l'économiste n'intégrerait pas les contraintes du politique. Je pense que les sciences sociales, aujourd'hui, dans cette période où il y a un rétrécissement extraordinaire du champ des possibles et du pensable politique, les sciences sociales peuvent être une manière de réouvrir des perspectives politique. Et je pense que l'université doit aussi s'ouvrir sur la société. Ça reste quand même un sanctuaire, l'université, et qu'il y a une vraie attente aussi aujourd'hui dans la société. Il y a de plus en plus de diplômés, il y a de plus en plus aussi, on le sait très très bien, de salariés qui ont fait des études qui ne sont pas en lien avec leur pratique professionnelle. Et donc je pense que cette bataille-là, nous sociologue ou économiste, on ne l'amène pas assez. Et puis après, par rapport à votre remarque, je ne sais pas si je l'ai bien compris, mais en gros, vous nous interpelliez en disant que est-ce que c'est pas une bataille de dominants un petit peu de ce dont on a parlé. Alors je ne sais pas si les universitaires sont dominés parmi les dominants, mais effectivement, il y a une réflexion aussi à avoir. Il y a une forme aussi d'envie, de ressentiment, de misère de position chez les universitaires par rapport aux fonctionnaires. Et donc il faut aussi, à mon avis, c'est pas bête de raisonner comme ça. Je pense qu'effectivement, et je pense que de la même manière, on a parlé tout à l'heure des normaliens, où il faudrait faire des études aussi sur l'origine sociale des docteurs aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'on aille vers la démocratisation sur ce plan. Ça me paraît assez évident. Je voulais dire un petit mot sur les cabinets de conseil. 2 petits mots. Le premier, toujours pour mettre l'ambiance, je pense qu'il est plus dur d'entrer chez McKinsey que d'entrer au CNRS. Mais ça n'est pas un petit cabinet. Je pense que c'est des endroits où vous avez de merveilleux travaux avec un McKinsey Global Institute, par exemple. On quitte la France et on est sur le monde, qui produit des analyses sur l'urbanisation, sur les évolutions des systèmes de protection sociale qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à partir de données qu'ils ne produisent pas. Ils ne font qu'exploiter des bases de données, comme le font souvent d'autres bons chercheurs. Donc, dans ce jeu de mépris que l'on peut trouver, vous avez aussi un mépris des universitaires français, je trouve, pour les cabinets de conseil, notamment les cabinets anglo-saxons qui incarnent le mal, pardon. Alors que ce qu'ils font de bons petits points de vue est très bon. Une anecdote, je suis au comité de rédaction de la Revue française de sociologie. On a balancé un article parce qu'il ne reposait que sur des données du McKinsey et du BCG. C'était ça l'argument. Je trouvais ça absurde, parce que ce qu'il faisait était bien meilleur et bien lisible que bien des travaux universitaires.
petite vacherie. Ma deuxième remarque, par rapport à votre préoccupation concrète, qui est d'observer qu'une partie de vos camarades, collègues, se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, contraints ou amusés de le faire. Une prophétie, c'est que ceci n'est que le début, hein, au sens où, je sais pas, c'est l'effritement qu'on perçoit, notamment dans les secteurs tertiaires du salariat et la grande aventure de l'indépendance. On peut être très content, à côté de l'université, à réaliser des travaux qui nous intéressent. Et on peut, et c'est le miracle, arriver à être financé et mieux qu'à l'université. Bon, mais là, j'ai ajouté le terme miracle. Tu confirmes que tu es l'exception? Non, il y a plein de gens qui sont en dehors du système universitaire, sont réussis à s'accoler comme consultants, je pense, là, à des caisses de sécu, pour prendre des domaines que je connais, et qui font des travaux de qualité, sont en lien direct avec la décision, la donnée, sont capables de critiquer leur clientèle, c'est un autre rapport, et vivent bien et sont contents. Ouais. Alors, il y a encore le temps pour une petite série de questions si certains souhaitent s'exprimer. Non. Bon, mais dans ce cas, on va conclure cette première table en vous remerciant tous et toutes. Et puis essayer de voir ce qu'on peut apprendre de la comparaison, maintenant qu'on a déjà envisagé un certain nombre des spécificités françaises et puis considéré qu'il pouvait y avoir effectivement des différences importantes avec d'autres pays, ou alors des contextes particuliers comme des organisations internationales ou l'Europe. Donc ça va être l'objet de cette deuxième table ronde.